C'est bon? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, heureuse d'être ici avec vous et avec mon collègue Vincent. Hier, l'Assemblée nationale, on a adopté une motion à l'unanimité demandant à ce qu'on protège le principe de la laïcité et qu'on le promeuve dans les écoles. Si on veut être cohérent avec cette idée-là de la laïcité, avec ce principe-là, normalement, on devrait ne financer aucune école privée confessionnelle avec de l'argent public. En ce moment, il faut savoir qu'on donne plus de 200 millions de dollars par année à des écoles, une cinquantaine d'écoles confessionnelles. Donc, par souci de cohérence, on devrait arrêter de le faire. Moi, c'est pour ça que hier, j'ai envoyé à la Commission de la culture et de l'éducation une demande de mandat d'initiative pour que nous, ici, les législateurs, on écoute les experts pour discuter de cette question-là sur les écoles privées confessionnelles qu'on finance avec de l'argent public. Et j'espère que ça va être accepté puis qu'on va pouvoir le faire. Et ce matin, je vais déposer une motion pour aussi évaluer la possibilité d'étudier la question. Moi, j'ai bien entendu M. Bernard Drainville, là, tout le monde en parle en fin de semaine. Quand il s'est fait poser la question sur le plateau, il avait dit par rapport au financement des écoles privées confessionnelles, est-ce que ça va continuer toujours comme ça? J'ai entendu un iota d'ouverture où il a dit, ben peut-être qu'un jour, ça arrêterait. C'était pas un engagement, mais c'était quand même une ouverture. Donc, je lui demande à lui et à son gouvernement de faire preuve de la même ouverture et d'adopter, d'accepter la motion où on ne dit pas qu'il faut arrêter de financer les écoles privées confessionnelles, ce qui est la position de Québec solidaire, mais simplement d'étudier la possibilité. Monsieur Roberge et Drainville, hier, ils ont dit qu'ils allaient regarder toutes les mesures possibles à prendre pour s'assurer de la laïcité dans les écoles. Bien, j'aimerais ça qu'ils mettent dans toutes les mesures qu'ils vont étudier, celle-là, d'arrêter de financer les écoles privées confessionnelles. Voilà, merci. Bonjour. Rapidement, vous avez vu probablement ce matin la sortie de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui sonne l'alarme. Je ne sais pas si ça devrait me conforter de voir qu'il y a des gens qui pensent comme nous ou m'inquiéter parce que là, les médecins disent exactement la même chose qu'on dit. On est en train de vider nos salles d'opération au public qu'on a payé avec notre argent pour envoyer le personnel dans les cliniques privées qui ne font pas assez de volume, ce qui fait qu'on a le pire des deux mondes. Les listes d'attente continuent de s'allonger. Les gens ne se font pas soigner. Les gens souffrent. Et pendant ce temps-là, nos salles d'opération fonctionnent parfois à 50, parfois à 60 %. C'est le pire des deux mondes. Le privé, là, c'est un piège à contribuables. On paye deux fois. On paye de nos impôts. Après ça, on paye pour aller au privé. Puis on va payer plus cher avec les deals de M. Dubé avec les CMS. M. Dubé est en train de faire avec les cliniques privées ce que les gouvernements précédents ont fait avec les agences de placement. C'est mis le doigt dedans, rendu au coude. Avant longtemps, on va y passer au complet. On ne sera pas capable de reculer. Alors moi, je dis à M. Dubé, vous avez un mandat, c'est de protéger la population, c'est de soigner la population, pas de faire des deals avec le privé. Alors je lui demande de reculer là-dessus. Merci. Puis on a les optométristes vont quitter la RAMQ pour s'en aller au privé. Oui, là, il faut faire attention parce qu'il y a une grosse négo en ce moment entre les optométristes et le gouvernement. Je ne suis pas à la table de négo, puis je négocie ni pour l'un ni pour l'autre, mais je veux que le gouvernement protège la population. Il faut de toute façon qu'on ait une entente avec les optométristes. Les gens ont des yeux, les gens ont besoin de se faire soigner les yeux. C'est la responsabilité du gouvernement d'arriver avec une entente. Là, vous avez remarqué, en plus, ce matin, qu'il s'est passé quelque chose là, que moi aussi je craignais puis qu'on devrait tous craindre. Santé Québec n'existe pas encore légalement. Santé Québec doit commencer ses activités le 1er décembre. Pourtant, dès hier, on a dirigé des journalistes vers Santé Québec et c'est Santé Québec qui répond à la place du ministre. Santé Québec n'est même pas encore en fonction. C'est le 1er décembre. Fait que ça n'a pas été long que M. Dubé pris ses gros problèmes, là, puis il les a envoyés chez Santé Québec, puis il a dit « Arrange-toi avec ça ». Alors, où est-ce qu'elle est, la responsabilité ministérielle? Santé Québec n'est pas encore en fonction. Le ministre existe toujours. Je veux bien qu'il ne se lève pas là en chambre si je pose des questions sur la pauvreté des enfants à Montréal, mais là, il ne se lèvera plus sur rien, puis il va envoyer ça à Santé Québec. C'est ce qu'on craignait, puis
Santé Québec n'existe pas encore, puis ça arrive déjà. Alors, moi, je suis pas mal inquiet. Quant aux optométristes, il y a une négo, il faut qu'on règle ça. Et là, il y a de la négo, il y a du tirage, évidemment. On a autour de 500 plateaux opératoires au Québec. Il y en a la moitié qui fonctionnent à moitié. Moi, je dirais logiquement, là, puis M. Dubé, c'est un comptable, là, c'est mathématique. C'est ce que la FMSQ dit aussi, c'est mathématique. Il faut faire du volume. Le volume, il doit se faire dans nos salles d'opération. Nos salles d'opération ont besoin de personnel. On y revient encore. Là, M. Dubé, il a fait un pacte avec le privé en disant « Tu vas me faire les plus urgents, là, ceux qui attendent depuis 2 ans, 3 ans, et tant mieux pour ces gens-là. » Mais le privé ne sera jamais capable de faire le volume. Sauf que le privé vient nous chipper notre personnel. C'est des vases communicants. Si vous ouvrez une clinique privée en face du CHUC, là, il y a quasiment un corridor souterrain là, qui passe. Là. Vous perdez du monde au CHUC, ils s'en vont à la clinique privée. C'est mathématique. Alors, si M. Dubé n'en veut plus d'hôpitaux publics, si M. Dubé n'en veut plus de salles d'opération, bien qu'ils disent, qu'ils mettent tous ses œufs dans le privé, puis qu'ils nous le disent honnêtement, parce que là, il est sur les 2 tableaux en même temps, puis on a le pire des 2 mondes. Comment vous expliquez la position du gouvernement sur les écoles confessionnelles? Vous dites avoir entendu l'ouverture de la part de M. Drainville. Bien, tu sais, moi, je sais que si moi, je lui posais la question, il me dirait que je veux éliminer toutes les écoles privées du Québec, là. Mais à tout le monde en parle. Je sais pas, j'ai senti où il se faisait vraiment poser des questions. Je pense qu'à l'intérieur de lui, il voit que c'est incohérent. Je veux dire, c'est logique. On dit que dans une société laïque, on peut pas, c'est pas à l'État, c'est pas sa responsabilité d'enseigner des cours de religion. Mais là, il y a une 50aine d'écoles là, de toutes les confessions possibles qui enseignent la religion, qui font des prières, qui, en fait, toutes les valeurs là, de la religion de cette école-là qui sont enseignées à des élèves. Et ces écoles-là ont le droit d'exister, là. Mais le problème, c'est qu'elles reçoivent à 60 et plus du financement public. Donc, je pense qu'à l'intérieur de lui, M. Drainville voit que c'est incohérent. Il y a une position de son gouvernement à l'effet de continuer le statu quo pour toutes sortes de raisons. Moi, je ne suis même pas en train de lui demander ce matin de changer d'idée. Je ne suis même pas en train de lui demander ce matin de prendre la décision puis de dire on va arrêter de financer les écoles privées confessionnelles par souci de cohérence. Je lui demande seulement, vous allez voir là, la motion, là, comment elle est écrite, je lui demande seulement de dire on va étudier la possibilité. On va mettre ça dans la liste des solutions possibles à étudier. S'il le sentait tant que ça, que c'était incohérent, il aurait probablement déjà agi. Il a déjà refusé une de vos demandes dans ce sens-là. Comment vous expliquez ça? Bien, il doit avoir... Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans les discussions à l'intérieur de son caucus ou du Conseil des ministres. Et moi, je lui demande même pas de tout me révéler ça puis de nous le dire publiquement, simplement d'envisager la possibilité. Il va y avoir plusieurs choses qui vont être étudiées, plusieurs pierres qui vont être tournées pour voir comment est-ce qu'on s'assure que la laïcité soit appliquée dans nos écoles. Ça en fait partie. Est-ce qu'il y a assez de surveillance dans ces écoles-là pour voir si les enfants reçoivent l'éducation appropriée, donc qui suivent le cursus scolaire, qui mériteraient qu'on puisse donner des subventions gouvernementales? Bien, visiblement non. Parce que pour les écoles, là, on parlait de l'école Bedford, qui était une école primaire où ça a pris 7 ans avant d'agir. Mais dans les écoles privées, il y a des écoles privées confessionnelles qui ne respectent pas le programme pédagogique. Et c'est arrivé à plusieurs fois, là, il y a la commission là, qui étudie est-ce qu'on donne une subvention ou pas, qui regarde si ces écoles-là méritent leur subvention. Il y a beaucoup de manquements souvent. Il y a des recommandations qui sont mises en place. Est-ce que tout ça est bien suivi? C'est pas clair. Même le financement, c'est-à-dire que le montant d'argent public qui est mis dans les écoles privées confessionnelles n'est pas vraiment connu. Moi, je me suis basée sur une étude récente de l'IRIS cette année qui dit que c'est 204 millions, mais il y a eu une étude une évaluation qui a été faite il y a quelques années, en 2021, par Radio-Canada, c'était 121 millions. Qui dit vrai? J'ai déjà posé la question au Crédit il y a 2 ans à M. Drainville et il m'a dit on ne le sait pas.
On sait combien on donne pour les écoles privées de façon générale. Dans le pot des écoles privées, c'est plus de 700 millions de dollars. Il y a une partie pour les écoles privées confessionnelles et sa réponse a été « on ne le sait pas, on ne tient pas de registre ». Et moi, je lui demande au moins de commencer à regarder ça. Des écoles de ce type-là, parce que je donne l'exemple de Québec, par exemple. Saint-Charles-Garnier, c'était les Jésuites. Bon, il n'y a plus vraiment de religion dans cette école-là, mais c'est encore associé aux Jésuites. C'est la même chose pour le séminaire Saint-François. C'était le père Boulay qui a monté ça. C'était un prêtre. Bon, il n'y a plus vraiment de religion dans cette école-là, mais c'est encore associé au père Boulay. Donc, est-ce qu'on enlève ces subventions à ces écoles-là? Comment on trace la ligne? Bien, là, il y a toute la question par rapport au financement des écoles privées, mais pour ce qui est des écoles privées confessionnelles, il y en a une 50aine qui enseignent, qui donnent des cours, qui prient. À Saint-Charles-Garnier, ils peuvent prier. Il y a des cours de religion au SSF encore. C'est pas juste le cours de morale. Bien, il y a justement, l'école ça privée. Ça serait le genre de questions qu'on pourrait étudier aussi dans le mandat d'initiative. On aurait des experts qui nous diraient, par exemple, où on trace la ligne, etc. Ça serait des choses qu'on pourrait regarder puis étudier. En ce moment, il y a une liste qui existe là, où on les définit comme confessionnelles. Comme elles se définissent comme telles, comme l'école Loyola aussi, qui est même en cours, jusqu'en cours suprême en ce moment, ou en tout cas, qui est en cours parce qu'elle conteste le fait de donner le cours de CCQ, le nouveau cours, là, Citoyenneté, culture québécoise. Donc, elle conteste ça. Là. C'était ça à Bedford, là, les 11 enseignants qui refusaient de donner des cours à la sexualité et CCQ. Bien, cette école-là, qu'on finance par des millions, refuse de suivre le programme pédagogique. Comment vous avez réagi, vous, à toute cette histoire-là, justement par le fait que vous êtes originaire du Liban, etc. Comment, personnellement, avez-vous réagi quand vous avez appris, justement, toute cette histoire, les 11 professeurs qui ont pris contrôle d'une école, qui ont essayé de faire du prosélytisme auprès qui n'ont pas essayé, qui ont réussi pendant 7 ans là, à faire du prosélytisme, etc. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça a suscité chez vous comme émotion? Extrêmement choquée qu'on n'ait pas protégé ces enfants-là. Vous savez, on parle beaucoup du tronc commun. Quand on vit en société ici, c'est le modèle interculturaliste, c'est-à-dire que chez nous, à la maison, on peut avoir une langue, on peut avoir une religion, une culture, mais comment est-ce qu'on s'intègre au tronc commun, là, qui est la langue, la culture, les valeurs du Québec? Il n'y a aucun endroit de mieux pour s'intégrer au Québec pour ces enfants-là que l'école. Moi, c'est comme ça que je suis devenue québécoise. Je dis souvent que j'ai pas juste appris le français, la grammaire et tout ça, j'ai aussi appris la culture et à devenir québécoise et aujourd'hui à être une représentante du peuple québécois à l'Assemblée nationale. Et ça se fait à l'école. Donc, on n'est pas permis à ces enfants-là d'avoir accès à une éducation de qualité, parce qu'il y a ça aussi, il n'y a pas juste la question de la religion, toutes les formations, là, les cours, et aussi à la culture québécoise. Moi, ça me choque horriblement. J'ai envie de savoir qu'est-ce que ces enfants-là ont appris de la société québécoise. Pourquoi l'intégration chez vous s'est faite de façon admirable et chez d'autres personnes, bien, ils ne semblent pas vouloir même s'intégrer à la société québécoise? Bien, de façon très, très, très générale, là, mais genre largement, là, la majorité, il y a une intégration. Je veux dire, il y a une intégration au Québec qui réussit. Faut arrêter de penser que des histoires comme la mienne, c'est des anecdotes, puis on est peu. Ça, il faut être déconnecté du Québec moderne, puis vivre dans ces fantasmes d'un Québec passé, comme M. Legault le fait souvent, de penser que les immigrants ne s'intègrent pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité du terrain. Après ça, il y a des pommes pourries. Absolument. Il y a des pommes pourries. Puis sur l'histoire de l'école Bedford, il y a plusieurs couches. Il y a Mme Rachida Asdous qui en parle de façon admirable, où est-ce qu'elle dit, oui, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect aussi de méthode rétrograde. Tu sais, on peut ne pas avoir de religion puis penser que la meilleure éducation, c'est en enseignant devant un tableau noir, puis les élèves, c'est silence, puis ils ne peuvent pas interagir. Ça aussi, c'est une méthode d'enseignement qui n'a pas rapport avec la religion, mais qui est rétrograde et qui peut aussi être enseignée. Donc, il y a aussi un aspect administratif, il y a l'aspect du droit de gérance. Donc, il y a beaucoup de couches à ce cas-là. Et c'est des pommes pourries. Là, il y a beaucoup la notion de ghetto, là, où les Québécois pensent que les gens veulent venir ici puis implanter leur façon de vivre. Est-ce que ça, c'est pas ça que vous sentez? Au Québec, là, on n'est pas en France.
au Québec, il n'y a pas de ghetto. Est-ce qu'il y a, par exemple, des quartiers où est-ce qu'il y a une majorité d'une culture ou d'une autre? Absolument. Puis souvent, dans ces quartiers-là, il y a des... On voit qu'il y a l'école, puis environ une douzaine de mosquées autour de l'école. Donc, il s'est créé une espèce de... Il y en a un ghetto. Ben, c'est pour ça qu'il va falloir... Donc, tu sais, peut-être que le mot ghetto est trop fort, mais il y a clairement des secteurs à Montréal où les gens vivent un peu renfermés. On le voit aussi avec les jeux facilités. Je suis désolé, madame... Et c'est pour ça qu'il va falloir, comme le disait Gabriel hier, faire un post-mortem pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a manqué, comment ça se fait qu'il y a, par exemple, un centre qui... Non, moi, c'est pas ça que je vois. Est-ce qu'il y a des... Moi, tu sais, je veux dire, quand je suis arrivée au Québec, on est allé dans le Petit Liban. C'est le quartier de Adib El-Khalidé. C'est exactement là, mais moi, je suis plus vieille que lui, fait que ça fait quelques années. Donc, c'était normal. On venait d'arriver, on voulait avoir nos références, fait qu'on est allé dans le Petit Liban, où il y a des Palestiniens, des gens du Moyen-Orient. Ça, c'est dans Ville-Saint-Laurent. Fait que c'est là qu'on a été pendant quelques années. Puis après ça, bien, plus tard, on a fait un peu le processus habituel. Mes parents sont à Laval, encore aujourd'hui. Il y a une communauté plus grande de gens issus de la communauté palestinienne, libanaise, irakienne, etc. Mais on avait aussi des amis italiens, tout ça. Donc, est-ce que c'est un ghetto? Non. Je veux dire, c'est pas un ghetto dans le sens négatif et dans ce qu'on vit en France. On n'est pas... faut arrêter de vivre de prendre nos fantasmes pour des réalités et descendre dans la rue puis aller dans ces quartiers-là. Vous êtes ici, ça n'a pas changé. Il y a eu une évolution de la société, mais c'est le Québec moderne. Faut pas... je veux dire, il y a des changements, puis c'est pour ça qu'il faut faire les choses. Il faut s'assurer que l'école soit un lieu d'intégration, peu importe d'où sont nés les petits Québécois et les petites Québécoises, parce que qu'ils soient nés ou qu'ils soient pas nés. Au Québec, c'est des petits Québécois et des petites Québécoises sans aucune distinction. Et quand vous entendez M. Saint-Pierre Plamondon dire que ça prend plus de mixité dans les écoles, qu'est-ce que ça suscite chez vous? Bien, moi, depuis que je porte le dossier éducation depuis 2022, je parle de la mixité scolaire tous les jours, tout le temps. Dans notre école à 3 vitesses, il y a une ségrégation scolaire qui a été faite et malheureusement, le gouvernement de la CAQ, lui, ne reconnaît pas ça. Lui-même... M. Legault a démontré une ouverture par rapport à l'Orel Jeunesse qui veut une école à 100 vitesses, où est-ce qu'on sépare tous les élèves là, en silos selon leurs intérêts, selon leurs forces, etc. Il existe dans notre école publique aujourd'hui, dans notre système d'éducation, une ségrégation par rapport aux élèves qui sont plus forts ou dont les parents sont plus riches, qui peuvent les envoyer dans les écoles privées. Ça fait en sorte qu'il y a un écrémage dans les écoles publiques qui est fait, où est-ce qu'il y a des enfants d'une certaine catégorie socio-économique qui s'en vont dans les écoles privées, ou même dans les écoles publiques elles-mêmes, il y a des élèves qui vont dans des projets particuliers, qui sont beaucoup plus forts, qui restent avec des élèves plus forts, les élèves avec plus de difficultés. On dit, là, il parle de mixité, sociale. plus de Québécois, là, culturel, plus de Québécois. Là. Pour employer un mauvais terme, les de souche, mais qui est de souche, là? Posez-lui la question. Moi, je... D'accord avec ça? Ou Ben, vous trouvez que... c'est une mixité. Il y a une mixité socio-économique, une mixité aussi de diversité, de culture, etc. Ça, c'est très, très important, puis c'est pour l'intégration. Après ça, la façon qu'on fonctionne dans les quartiers, je veux dire, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il propose exactement. Je comprends pas très bien qu'est-ce qu'il dit. Est-ce qu'on dev... Je veux dire, l'école Bedford, c'est un quartier, c'est une école avec un bassin. Le bassin, dans l'école, il y a... Mixité scolaire en fonction de l'origine ethnique. Ben non, c'est une mixité sociale, absolument. La mixité scolaire est importante en fonction sociale. Les origines ethniques des gens. Il dit qu'il laisse entendre que trop de personnes qui ne sont pas nées au Québec, ça peut avoir un effet néfaste sur les écoles. Moi, j'inviterais M. Saint-Pierre Plamondon à aller visiter les écoles avec moi. Moi, je suis en train de faire une tournée des écoles partout au Québec et à Montréal. Puis ça me ferait plaisir qu'on aille parler avec les gens qui travaillent dans ces écoles-là. Un peu avec ça, à Sherbrooke, il y a vraiment un problème au niveau de la francisation, les cours de francisation. Là. Ouais. Le ministre dit qu'on doit gérer les budgets, on n'a pas de somme supplémentaire. Ça aide pas, là. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement de la CAQ, M. Roberge, par rapport à la question de la francisation, qu'il s'assume puis qu'il dise « Nous sommes en train de faire de l'austérité, nous sommes en train de faire des coupes budgétaires.
Et ça veut dire qu'il va y avoir une réduction des services, notamment en francisation, pour les gens qui viennent ici au Québec et qui veulent apprendre le français, qui sont sur des listes d'attente et à qui on ferme la porte. Donc, si au moins ils s'assumaient, au lieu d'aller avec des faux fuyants en disant que non, on a augmenté les budgets, tout va bien, la réalité du terrain, c'est qu'on est en train d'empêcher des gens qui veulent se franciser à apprendre le français. C'est pas très, très fort pour des gens qui veulent défendre le français au Québec. On this topic, actually, we've had media reports, stories for weeks now about those cuts in Francisation classes. The Minister Roberge, said that it's financial reasons. I mean, do you understand what's happening? It's incoherent for the government of the CAQ to say that they want to protect the French language, they want that everybody speaks French in the workplace, etc. And at the same time, they are cutting the courses, French courses, for people who come from outside and who want to integrate in Quebec in French and to learn French. There's an incoherence. I invite Monsieur Roberge to say that he's closing the courses and he doesn't want people to get French courses, and to assume his decision, which is a very, very bad decision, and we don't agree with that. What can be the impact? We saw like a story in Le Devoir this morning. It has like emotional impacts for even teachers, for people that were following classes or wanted to follow classes. Absolutely, we are closing these courses for these people, and it has an impact also on les centres de services scolaires. It has an impact on the teachers, and this is incoherence for a society that said that we want to the French language, we care about it and we want to protect it. The very good way to protect it is to permit to these people who come from outside, who want to learn the French language, who want to integrate in the Quebecer society. It's a bad decision to close the door for them, and this is what Monsieur Roberge is doing. And I invite him to open the courses and to permit to these people to learn French, because if not, what we are going to do, they will not learn French, and we are continuing to reduce the French-speaking people in Quebec. What do you make of the PQ leader? There was a poster in a library in Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, of a little girl wearing a hijab. Yeah. And PQ leader said, you know, this is a religious kind of invasion. Now the Canadian Muslim Forum is pushing back on that, saying, you know, what do you make of this situation? Well, you know, like for me personally, to see a very small girl wearing hijab, like I have, comment on dit, un malaise? Yeah, I have a discomfort on that. But I want to ask Monsieur Saint-Pierre Plamondon, what is his solution? Like here, we are legislators, so we do law. We don't micromanage every single decision taken by people working, for example, in this library. So I want to ask him, what is his solution about that? He want to forbid all these posters? Is it our role to do that? The library says, or the arrondissement says, you know, this is representative of the community. We do have Muslim people who come here and that might be wearing a hijab. What, you know, to that response? Well, this is like their decision. As I said, like me personally, I have a discomfort to see a so little girl wearing this hijab because surely it's not her own decision. She's not an adult. But at the same time, like, is it my role or our role as legislator to tell the library and the people working in the library what to do and to micromanage them? I would like Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon to say what is his solution when he's pointing this situation. Just to be clear, your discomfort stems mostly from the age of the girl pictured, essentially. Yes, the age of this person wearing a hijab, like, you know, yeah. Yeah. It's, you know, not extremism, that's not the word that he used, but religious invasion to show that in the poster? Absolutely not. This is not the situation in Quebec. There's no Islamist or religious invasion in Quebec. This is disconnected of the reality of what we're living in Quebec. Just on
PQ's assertions that there isn't enough social diversity, not enough ethnic diversity in Quebec schools, is this something you agree with, or is it more an issue of, as you said, the three-tiered system? All the children who are studying in our schools in Quebec are Quebecers. If they are born in Quebec or not, they are all Quebecers. Now, what's important is to have mixity, social, socio-economical mixity. We say that? Mixité socio-économique in our schools, and this is, we need to fight against the three-speed schools. And this is what we have proposals in Quebec about that, in Quebec Solidaire about that. It's not about an ethnic thing, it's about to have all children to learn together in our schools. Thank you.